ton exposé. Ça, il ne va pas l'ouvrir. Toujours un peu lent. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Je me confie en tes mains, je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. En toi je me confie, en tes mains je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce
qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. On s'accroche. Oh, il y a une super gamine. Oh, voilà, c'est vrai. Bon, ben, Marc, je raccroche le téléphone, hein, ça va marcher. Merci. Hein. Attends, non, j'ai pas mis ton truc pour l'instant. Il faut que. Il faut qu'on mette une vidéo déjà. Voilà. Voilà, on est en vidéo. Ah. Bon, moi, je te laisse, puis quand il faudra partager l'écran, tu fais signe, parce que comme on ne l'a pas fait avant, du coup, ça peut merder ici. Marc, et, ah, ça va. Et vas-y. Mille excuses, hein, pour L'écran. ces... Oui, avec ma grosse bouille. Elle a bien mangé ce soir. Bonjour Géraldine, bonjour Marc, bonjour Séverin. Oui, bonjour à tout le monde. tous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Laurence. Oui, là, il faut s'abandonner à lui pour que ça marche. Hein. C'est joli ça. Il est tellement son là. Ah, non, mais... Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Attends. Il est tout bizarre. Ah, salut Michel. Bonjour Laurence. Salut Michel. Bonjour Bernard. Bonjour Séverin. Bonjour Michel. Attends, on va mettre l'exposé. Parce que... Bonjour Géraldine. Bonjour Marc. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Il a un petit écran, on va en profiter. Bienvenue. Laurence, tu as l'écran? Laurence, tu as l'écran? Elle n'ose plus bouger, Laurence. Elle est pétrifiée. Ah ben non, mais attends, j'ai eu peur. Ici, C'est l'angoisse. rien après. Bon. Le black total. Moi, je n'ose plus éternuer, j'ose plus renifler, Je t'ai j'ose envoyé plus le faire du Laurence. tout. Hein. Je t'ai envoyé Bonjour les- Agnès. Bonsoir. Bonjour, Agnès. Priez mes frères pour que ça marche. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait là? Tu nous Je- partages l'écran et puis on y va ou pas? Mais je te l'ai envoyé. Ah, et ok, alors on y va. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de nous revoir après
notre première conférence sur la terre, la deuxième sur l'eau, troisième sur le feu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour du métal. Et de façon providentielle, le Seigneur nous donne rendez-vous avec Exode 32, 7 à 14. Dans cet extrait, on peut lire Yahvé qui se fait des soucis du comportement des Israélites qui se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Allez découvrir la suite. Et Yahvé va s'enflammer de colère et Moïse arrivera à obtenir de lui miséricorde pour son peuple. C'est un texte qui m'a beaucoup interpellé, hein, surtout ce jour où nous aurons vraiment cette conférence sur le métal. Donc, on découvre qu'au fur et à mesure que l'homme progresse dans la connaissance, il y a comme un regret au niveau de la foi. Et nous vivons dans un contexte aussi où on peut constater qu'au fur et à mesure qu'on progresse, que la science progresse, il y a la foi qui regresse et qui fait perdre vraiment la conscience de notre mission à la tête de la création. Nous pouvons aujourd'hui quantifier le nombre de conflits de par le monde autour du métal, de la découverte des produits du sous-sol et ce que ça crée comme drame et psychodrame dans les peuples. Et ce temps de carême, nous voulons encore demander au Seigneur de pouvoir répandre son esprit sur nous pour vraiment nous acquitter de la mission qu'il nous a confiée à la tête de la création, en toute humilité. Et ce carême d'abandon, nous voulons le vivre totalement pour une Pâque de la résurrection, d'une nouvelle Pentecôte pour nos familles, pour notre communauté et pourquoi pas pour la planète. Je laisse la parole à Laurence pour qu'elle nous introduise dans le mystère du métal. Merci. Alors, bonsoir donc. Écoutez, je vous avouerai que je me suis trouvée bien embêtée une fois que j'ai eu devant moi ce que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire une plaque de métal et du métal. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas bien faire avec tout ça? Et donc, l'Esprit Saint a dû pourvoir un petit peu parce que finalement, j'ai quand même trouvé quelques idées. J'espère que ça vous intéressera. Je vais déjà vous emmener chez les Chinois avec le signe qui représente le métal, l'idéogramme qui représente le métal. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça dit beaucoup de choses. Alors, ça dit déjà que le métal est caché. Vous voyez, cette espèce de toit, c'est le signe pour dire caché. Il est caché dans la terre. La terre, c'est ce signe-là. Il est caché dans la terre et souvent, il se présente en fait en filon. Et pour arriver à extraire le métal, il faut un outil et une hache, par exemple. Et on peut faire après des lingots avec. Bon, ben voilà, on est parti comme ça. Donc voilà le signe, l'idéogramme chinois. J'ai trouvé que c'était vraiment merveilleux, en fait, d'avoir ce type d'écriture. Alors, métal, qu'est-ce que c'est? Oui, donc quelque chose qui peut conduire à la chaleur, qui peut conduire les malléables, qu'on peut en général plus ou moins étirer, donc avec un éclat, on dit bien métal. Tout ce qui brille n'est pas d'or, pour en revenir au veau d'or de tout à l'heure. Alors, il me dit que ma connexion est stable. Est-ce que vous voyez quand même quelque chose? Oui. Oui. Voilà. Donc, effectivement, le métal, hein, il faut l'extraire. Alors, bien sûr, en Colombie, qui disent, mais est-ce que nos petits frères savent bien ce qu'ils font en faisant des plaies comme ça à la mère terre, comme ils disent, hein, et en extrayant donc ce métal. Il faut effectivement des mines à ciel ouvert ou pas d'ailleurs. Et voici ici
une des premières mines qui est connue en Europe. Hein. Et donc, c'était au départ le cuivre. On a commencé à extraire, à travailler le cuivre à l'âge du bronze. Donc, voilà, on va refaire un petit peu de préhistoire. L'âge du bronze, hein, moins 2000 à moins 800 ans. Cet âge du bronze qui a été précédé, donc, comme vous voyez, de l'âge du néolithique, la pierre polie, la pierre taillée, l'âge de la pierre, autrement dit, avant d'arriver à l'âge des métaux. Donc, voilà, qui a débuté vers à peu près, oui, moins 2000 ans. Et puis, j'ai pas pu. Alors, toi, tu t'es attaqué, si je puis dire, au veau d'or, c'est vrai. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose de, comment dire, un attrait particulier pour la Genèse, parce que je suis vraiment épatée par le fait qu'il y ait des gens qui n'avaient pas tous nos télescopes, nos microscopes, tout ce que vous voulez qui se termine en scope, et en fait qui ont réussi dans ce livre à raconter des choses qu'on a découvert après scientifiquement. Hein, quand on nous parle de la création du monde en quelques jours, si on remplace les jours en fait par des ères, ils ne se trompent pas tellement, hein, les gens qui ont écrit la Genèse. Et quand on va un petit peu plus loin, on nous dit donc que Dieu avait mis l'homme, Adam et Ève, en fait, dans un paradis. Et dans ce paradis, ils n'avaient en fait qu'à cueillir les fruits, ils pouvaient se nourrir très facilement. Hein. Et ça correspond, on dirait que dans la Genèse, ils font référence justement à un âge où l'homme était, on va dire, chasseur-cueilleur. Et à cette époque-là, donc les chasseurs-cueilleurs, quand on fait des fouilles, on s'aperçoit qu'on trouve plutôt des statuettes de déesses, de déesses mères, mais pas de Dieu, bizarrement. Hein. Donc, comme si c'était la femme qui avait à cette époque-là énormément d'importance et peut-être autant d'importance, voire peut-être un peu plus que l'homme. Mais cette époque-là, nous dit la Genèse, cette époque-là a eu une fin, puisque vous savez qu'Adam et Ève ont été chassés donc du paradis, hein, où ils étaient bien, ils avaient, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Vous le savez, la Genèse nous dit, d'une façon très poétique, qu'en fait, Ève s'est laissée tenter par le fruit de l'arbre de la connaissance. Et finalement, c'est peut-être une manière assez poétique de dire qu'il y a un changement qui va se faire au niveau de l'évolution de l'homme. Et bon, voilà, Ève va donner la pomme, on dit la pomme, c'est plutôt l'arbre de la connaissance à Adam. Adam, donc, lui, bien sûr, n'a pas refusé de mordre là-dedans, nous dit là, hein, donc de s'intéresser à la question de la connaissance, en fait. Ça, c'est sûr, en haut lieu, nous dit la Genèse, hein, puisque Dieu donc est arrivé et puis a chassé Adam et Ève. Et vous voyez un peu, c'est Adam qui met la faute en fait sur Ève. Hein. Donc ça signale en fait, je ne veux pas être trop féministe, hein, mais ça signale, je pense en fait, un changement dans les mentalités au niveau donc de ces peuples qui étaient plutôt cueilleurs-chasseurs. Parce que après les cueilleurs-chasseurs, on va trouver, par exemple, des statuettes, des représentations, cette fois-ci, de dieux, je vais dire mâles. Et les déesses mères disparaissent. Hein, c'est la faute d'Ève, on n'avait qu'à pas aller cueillir ce fruit. Donc, Ève est cette fois-ci donc balayée, la femme est balayée. Et c'est plutôt, donc on va trouver l'apparition de personnes, de dieux qui sont masculins, qu'on ne voyait pas avant. Alors le pauvre Adam, comme vous le voyez, râle beaucoup du coup, marre des pommes, marre des serpents anciens, marre des femmes, marre de marcher, marre de bosser, de déménager, il veut sa côte d'Adam. Et en fait, il ne le sait pas, mais il est parti pour marcher vers le progrès. Alors le progrès, ben, il y a des idées qui sont différentes.
il y a des citations qui sont différentes. Vous voyez ici Victor Hugo qui dit « Le progrès, c'est le pas même de Dieu ». Et là, il est en plein accord avec l'époque où il vit, qui pense effectivement que le progrès va ramener presque le paradis sur terre. Un peu plus tard, vous avez Einstein qui pense lui, d'une autre façon, puisque une de ses citations est que le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Bon, donc peut-être que la vérité se trouve entre les deux, mais enfin voilà, deux visions bien différentes du progrès. Et le progrès donc a amené à la sédentarisation entre autres. Hein. Donc là, on n'a plus affaire à des cueilleurs-chasseurs. On a affaire, après le fait que Adam et Ève aient donc été symboliquement jetés du paradis d'après la Genèse, à une époque où on va avoir donc cette sédentarisation et on va plus être chez les cueilleurs-chasseurs. Et ça va faire des problèmes. La Genèse le dit aussi, hein, avec l'histoire de Caïn ici et d'Abel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Caïn et d'Abel? Vous avez ici Abel, on nous dit que Dieu agrée bien volontiers ses sacrifices, lui, ses sacrifices de cultivateur, de sédentaire, mais que Caïn, ce n'est pas la même chose, ça ne se passe pas comme ça, il y a une jalousie qui naît en fait entre Caïn et Abel. Et bon, c'est raconté un peu symboliquement, mais finalement, il faut comprendre que pour les nomades, le fait de voir leurs terres, les terres sur lesquelles ils pérégrinent d'habitude, confisquées par des gens qui vont se mettre à cultiver, ça va poser des problèmes certains. Et on va arriver finalement dans la Genèse à Caïn qui va finir par tuer Abel. Assez bizarrement, les préhistoriens pensent un peu aussi que les premières traces de violence entre humains, vraiment, on peut les trouver justement à partir du moment où les humains se sont sédentarisés. Du moment qu'on a une propriété, on veut la défendre, et de là naissent pas mal de conflits. On retrouve un petit peu aussi ce que disait tout à l'heure Séverin. Ces conflits, donc ils ont perduré longtemps, malheureusement, ils perdurent encore. Séverin l'a dit en introduction. Hein. Et j'ai trouvé aussi cette citation de Cochise, donc un Indien d'Amérique, qui dit « Les guerres sont livrées pour savoir qui possède la terre. Mais au bout du compte, c'est elle qui nous possède. Celui qui ose affirmer la posséder, ne repose-t-il pas sous elle ?» Donc là, c'est la vision justement d'un nomade face aux colons européens qui venaient justement confisquer la terre. Enfin, on connaît toute l'histoire bien triste des Indiens d'Amérique. Donc, voilà, la césure, elle s'est faite hein, au niveau de la sédentarisation. Vous voyez, je disais 2000 ans, c'était l'âge du bronze, mais en fait, les villages, l'agriculture, tout ça, on commence avec des fouilles en Turquie notamment, en Anatolie, à faire reculer jusqu'à moins 5000 ans en fait, pour les premières traces de sédentarisation. Et en même temps qu'on a ces traces de sédentarisation, eh bien, on va quitter l'outil pierre pour arriver à des outils en métal, justement. Voilà pourquoi j'en arrive là. Hein. C'est qu'en fait, on va réussir à extraire donc, le cuivre. Hein, je vous ai montré tout à l'heure une ancienne mine. Alors, ça s'est fait, vous voyez, avec des outils vraiment... il fallait un métal très mou, quoi. On ne pouvait pas s'attaquer à n'importe quoi. Au départ avec des haches de pierre ou des outils en bois. Bien que le bois mouillé, ça fasse éclater, s'il est bien placé, puisse faire éclater en fait la pierre. Donc voilà pourquoi Adam avait de quoi râler, parce que lui qui n'avait qu'à cueillir pour se nourrir, des choses qui poussaient pratiquement toutes seules, maintenant il va falloir qu'il s'échine un petit peu plus. Vous avez le cas donc ici des mineurs
je n'ai pas résisté au plaisir de retrouver ici ce que les humains pouvaient faire à l'époque. C'est un document local, puisque ça a été découvert, vous le savez peut-être, les bois de Maté, hein, tout près de chez nous. Et donc, il s'agit ici de la part d'une princesse du l'âge du donc, ça a été daté de 1000 ans avant Jésus-Christ, donc ça nous sépare quand même de 3000 ans. Et daté, par exemple, on savait travailler l'or, mais également, c'est ça qui a donné donc le bronze. Et puis, on se rend compte aussi que les gens qui avaient de la circulation commerciale, certainement entre ces gens, puisqu'on trouve aussi les perles d'ambre, et que l'ambre donc venait de la Baltique, par exemple. Hein. Donc, il ne faut pas s'imaginer que les sédentaires étaient tous privés à leur terre, il y avait des commerçants. En tout cas, donc, avec des moyens relativement simples, hein, les hommes de l'âge du bronze donc, savaient construire des fours, savaient donc faire fondre le minerai, savaient donc ici cuivre et puis étain. Une fois que le minerai donc, était fondu, ils savaient le transporter jusque dans des moules en terre cuite, dans lesquels ils coulaient donc les formes qui les intéressaient. Ici, par exemple, on vous propose des haches. Hein, ils étaient en train de fabriquer des haches en bronze. Alors, ça a été déjà énorme de savoir faire ça, mais après, on a su travailler aussi le fer. Et le fer, par exemple, est moins mou, hein, que le cuivre, il est plus dur. Et donc, les peuples qui avaient des outils ou des armes en fer pouvaient être dominants par rapport à ceux qui ne connaissaient que le bronze. C'était moins solide. Donc, on arrivait à obtenir de cette façon, par exemple, vous voyez ici une faucille, on arrivait à faire à tranchant en battant le fer, chose qu'on ne peut pas tellement faire quand même avec du bronze, c'est moins facilement. Alors, bon, voilà, on va quitter la Genèse qui nous raconte un petit peu notre histoire. Moi, je suis vraiment toujours scotchée de voir que les découvertes actuelles, finalement, donnent raison à ces écrits qui restent quand même symboliques et poétiques quelque part. Alors maintenant, bon, ben, en France, on a quelques fonds, quelques réserves, mais qui apparemment en métaux, hein, mais qui ne sont pas exploités véritablement. Ce n'est pas très important comment dire, il n'y a pas grand-chose quand même, ce n'est pas très rentable. Je n'ai pas résisté puisqu'on avait déjà parlé quelques fois de l'énergie nucléaire. Je n'ai pas résisté non plus au fait de vous montrer qu'il y a en fait des sites d'activité minière en France concernant l'uranium. Et apparemment, c'est des sites, vous voyez, qui sont sur des massifs anciens, des massifs cristallins, plutôt, voilà, des massifs anciens. Chez nous, par exemple, aussi au niveau des Vosges, de l'Alsace. Alors, donc Adam, il était en marche, on l'a dit tout à l'heure, vers le progrès. Et ce progrès, il a fait un bond énorme au 19e siècle. C'est la révolution industrielle, hein, qui a fait que les villes ont commencé à s'accroître sérieusement. Et alors, pourquoi seulement au 19e siècle? C'est parce qu'en fait, il fallait inventer quelque chose qui permette d'avoir beaucoup d'énergie pour faire du travail. Et ça a été en fait l'invention de la machine à vapeur qui a été donc déterminante pour cette envolée, on va dire, vers le progrès qu'on connaît maintenant, vers l'industrialisation, hein, puisqu'il suffisait d'avoir donc de l'eau et puis du charbon, voire du bois, pour pouvoir produire de la vapeur. Et cette vapeur, elle allait activer donc ce volant sur lequel on pouvait greffer tout un tas de machines par la suite. On avait une force motrice intéressante.
À partir de là, bien sûr, ça a signé la mort des moulins à eau. La plupart maintenant sont en ruine ou n'ont plus leur fonction. Ça a signé la mort des moulins à vent, ça a signé la mort de l'attraction animale. Et on s'est mis donc à partir de là à pouvoir extraire aussi le fer. Le travail des mineurs s'est poursuivi. Ça a fait un gros appel d'ailleurs de main-d'œuvre, un brassage de population. Si vous prenez par exemple ce qui s'est passé en Lorraine, hein, c'était un métier qui était dangereux. Vous risquiez quand même, vous voyez, on est obligé d'étayer les couches parce qu'on risque à tout moment des éboulements et puis la mort des personnes, bien sûr. Et puis physiquement, c'est difficile. Donc, le matériau très important qu'on a pu extraire là et avec lequel on travaille beaucoup, ça a été le fer. Bon, le fer, on connaissait déjà depuis un moment, mais là, on pouvait l'utiliser à grande échelle. Et donc, après, on a fabriqué des aciers, etc., avec tout ce qu'on connaît maintenant. Alors, c'est vrai, elle a dit tout à l'heure en introduction, hein, on a presque envie de dire malheur à celui qui a un sous-sol riche en quelque chose d'exploitable et d'intéressant, parce que ça devient une zone de conflit, tôt ou tard. Bon, vous connaissez la guerre de 14-18, ça n'a pas fait qu'amener le bonheur, bien sûr, dans les chaumières. Et malheureusement, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe encore dans de nombreux pays pour le pétrole, pour les terres rares qui interviennent dans nos téléphones mobiles, par exemple, des choses comme ça. Et donc, voilà, c'est assez éreintant de voir que les morts d'avant, finalement, on n'en tire pas les leçons qu'on devrait en tirer. L'humanité est avide. Donc, on a pu faire fonctionner tout un tas de machines et ça a fait un gros appel de main-d'œuvre dans les ateliers. Autant des hommes que des femmes hein, se sont trouvés à quitter les campagnes où ils habitaient. Alors, je pense qu'ils ont dû faire ça relativement facilement parce que dans les campagnes, la vie n'était pas facile, hein, comme le montre ce tableau-là des glaneuses qui date de 1854, où vous voyez donc femmes et enfants essayant de ne pas perdre un seul grain de la moisson. Il faut savoir qu'il y a quand même eu pas mal de... Hein, la paysannerie, la France a connu quand même beaucoup d'épisodes de famine. Et puis, à partir du moment où les paysans ont été propriétaires, à travers les héritages, les parcelles à cultiver sont devenues de plus en plus restreintes et les gens arrivaient de moins en moins à vivre à la campagne, si bien que finalement, quand ils allaient travailler en usine, ils avaient l'assurance de gagner quelque chose qui revenait tout le temps. Sauf que ce n'était pas tout à fait le même rythme de travail. Enfin, si, c'était le même rythme de travail. En fait, ça nous paraît extraordinaire maintenant, mais ces gens-là travaillaient du lever du jour au coucher du soleil. Ça nous paraît absolument inimaginable à l'heure actuelle, mais pour eux, ils quittaient juste les travaux des champs, et les travaux des champs, c'était fait sur ce rythme-là. Sauf que quand vous êtes dans les champs, vous n'êtes pas soumis au fracas de toutes ces machines qui tournent. Hein. Ici, vous avez une clouterie, par exemple, et avec un bruit terrible, comme dans beaucoup de ces ateliers du 19e siècle. Et vous voyez, les enfants ont été recrutés pour travailler au champ, on les retrouve à travailler aussi dans les ateliers. Bon, sauf que là, ils n'entendent pas le chant des petits oiseaux, puis ils peuvent peut-être pas s'arrêter, peut-être comme ils peuvent plus en étant dans les champs, parce que la machine, elle commande le travail. Hein, voilà. En plus, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de sécurité dans les machines à l'époque, et donc il y a eu pas mal d'accidents. Et finalement, les gens se sont quand même, comme on le sait, hein, révoltés.
et il y a eu des mouvements ouvriers de façon à améliorer quand même le sort de ces personnes. Alors, à partir de leur travail, hein, qui n'était pas simple, il faut le dire, on a vu à nouveau une nouvelle façon en fait de bâtir, de construire. Et le fleuron de tout cela, ça a été au moment d'une des expositions universelles qui avait été vraiment favorisée par Napoléon III. Napoléon III, il était vraiment pour le progrès. Donc, on a eu la construction de la Tour Eiffel, laquelle était destinée au départ à être d'ailleurs démontée, hein, mais qui est devenue donc le symbole de Paris et qui montrait qu'on pouvait donc faire des constructions très importantes avec du métal, avec du fer. Du coup, vous avez eu des constructions qui sont apparues comme ça un peu partout. Je n'ai pas résisté aussi à vous montrer, bien sûr, le Golden Gate de San Francisco, parce que c'est pareil que serait San Francisco sans son pont métallique. Hein. Révolution aussi dans les transports. Hein. Donc, vous avez eu à ce moment-là les chemins de fer, toujours favorisés par Napoléon III, parce qu'il voyait que ça ouvrait, ça désenclavait, ça donnait une impulsion à l'économie déjà. Et puis, donc la voiture, hein, vous voyez que elle ressemble au début vraiment encore aux voitures qui étaient tractées par les chevaux. Bon, simplement, on a enlevé les chevaux, on a mis un moteur, on a commencé comme ça. Et ça s'est démocratisé petit à petit. On a vu bien sûr les premiers accidents automobiles aussi arriver. Et puis, dans les grandes villes actuelles, on en arrive parfois à des excès de ce type-là, où finalement, nos belles voitures en métal n'arrivent plus à circuler parce que on a voilà, des bouchons pas possibles. Alors, les voitures, il y a eu un moment donné, quand il y a eu les chocs pétroliers, on s'est dit, plus une voiture est légère et finalement, plus une voiture va être économe en pétrole. Donc, à partir de là, les ingénieurs ont réfléchi et puis, donc, on a construit des voitures plus légères avec des ailes en plastique et on a utilisé plus d'aluminium aussi, par exemple, dans le capot, ou il y en a aussi dans les moteurs, histoire d'alléger en fait, et d'économiser du pétrole. Alors, bon, c'est formidable quoi, de ce point de vue-là. C'était un plus. Mais vous allez voir que, en fait, ce n'est pas si simple que ça et que tout est lié. Alors, vous allez voir où je vais en venir. Donc, je reprends là, la parole hein, de notre pape François qui dit que dans l'écologie, tout est lié. Vous allez voir comment on est lié, en fait, à cet être que vous connaissez peut-être, le beluga, qui est en fait une baleine hein, qui vit dans l'Antarctique, une baleine blanche. Et donc, voilà, vous penserez à elle maintenant quand vous montrez dans votre voiture, vous allez voir pourquoi. Donc, ça s'appelle des belugas. Hein, et ces belugas, donc, se nourrissent d'un certain nombre de bestioles qui vivent dans l'océan Arctique. Hein, on vous dit anguilles, caplans, morues, églefins, enfin des poissons, quoi. Des crevettes aussi, comme vous voyez là, hein, pieuvres, etc. Enfin, bon, voilà. Et donc, on va parler ici plus spécialement des belugas qui vivent dans l'estuaire du Saint-Laurent. Apparemment, c'est un sous-groupe parmi les belugas. Alors, vous ne regarderez pas trop cette image d'un beluga obèse. Je pense qu'elle a été traitée par ces petites Odélie et Émilie qui ont fait ce document et qui nous ont sérieusement transformé les belugas en obèses, alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe en réalité, vous allez voir. Donc, les belugas, ils ont toujours été chassés par l'homme. Ils étaient chassés par les Inuits, ils étaient chassés, mais ça ne nuisait pas vraiment à la population de belugas du Saint-Laurent. Et tout ça, ça a roulé correctement jusqu'au moment où, en fait, les colons européens sont venus s'installer au Canada. Et là, ils ont dit « Youpi Trayala », c'est plein de poissons. Alors, c'est fantastique et hop, on s'est mis à la pêche hardidon sur la morue et sur le saumon.
oui, mais oui, ça, il y avait quelque chose qui contrait quand même un petit peu tous ces rêves de vente, de capture et de vente de poissons. C'est que les belugas, comme on a vu, pouvaient manger quand même des morues et des saumons. Enfin, ils ne les avaient jamais fait disparaître jusqu'à présent, il faut bien dire. Alors, les lobbies de la pêche, donc, on finit par avoir gain de cause sur le beluga et le gouvernement, en fait, a accordé, comme vous voyez, 15 € pour quiconque ramènerait une queue de beluga. Ça doit déjà être assez gros, mais enfin, apparemment, ça a marché. Ça a marché pas mal. Et voilà ici nos braves petits belugas qui sont alignés sur une plage et avec des gens très contents d'avoir mis fin au jour de ces dangereux prédateurs qui nous mangent nos morues et nos saumons. En fait, on s'est aperçu que ça n'avait pas un impact si important, mais on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Et on a même utilisé les bombardements. Alors, encore une fois de plus, quand même, vous voyez, si on n'avait pas eu peut-être tout ce métal sous notre, à disposition, un avion à cette époque-là, c'était quand même déjà fait avec du métal, eh bien, on n'aurait peut-être pas envoyé des pruneaux sur les familles de belugas. Voilà, les malheureux belugas, en plus, ils ont l'habitude ils sont sociaux, ils sont comme les humains, ils sont sociaux, ils aiment les contacts et en fait, ils nagent en groupe. Alors, tant qu'à faire, effectivement, autant envoyer une bombe là-dessus, comme ça, on les négocie plus vite. Et puis, on est arrivé dans les années 60-70 où on s'est dit, oh là là, mais les belugas, il faudrait peut-être les sauver. Alors, oui, il faudrait peut-être les sauver parce qu'en fait, on s'est rendu compte que des belugas, il n'y en avait plus beaucoup. Vous voyez, on estime qu'il y en avait, enfin, on n'a pas des estimations complètes, mais on estime qu'il y en avait sans doute plus de 8-9 000 en 1920. Et à force de donner des 15 $ et des coups de bombardement sur les belugas, on a fait chuter la population terriblement. Et quand on a pris des mesures, il n'y avait plus qu'à peu près 600 belugas dans l'estuaire du Saint-Laurent. Alors on s'est dit, bon, ben, on arrête le massacre là, on va les protéger et on s'attendait à ce que la population remonte. Et en fait, la population a péniblement stagné aux environs de 1000 belugas et pas plus. Et alors, à partir des années 2000, donc c'est relativement récent quand même encore, eh bien, on s'est aperçu que finalement, la population maintenant déclinait de plus en plus. Et pourtant, on ne les bombarde plus. Alors, on s'est bien demandé ce qui se passait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de bébés belugas qui s'échouaient sur les côtes. Alors, on s'est bien demandé pourquoi aussi, là. Et donc, les vétérinaires qui les ont examinés ont vu qu'ils étaient déshydratés et que, sans doute, ils n'avaient pas été nourris par leur mère. Et en fait, on a trouvé aussi des cachalots femelles échoués. Et donc, de plus en plus, et là, c'est pareil, on a fait des autopsies de ces animaux et on s'est rendu compte, en fait, qu'ils souffraient de différents problèmes. Donc, celui-ci, en fait, il est plus ou moins mort de faim. Enfin, celle-ci, c'est une femelle, elle est plus ou moins morte de faim. Et à ça, il y aurait plusieurs raisons. Le fait que nous, on soit des super prédateurs qui prélevons beaucoup de poissons. Donc, le fait est qu'eux, ils n'arrivent plus à se nourrir correctement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'ils ont des pathologies comme des baisses du système immunitaire, comme des ulcères, comme des cancers. Par exemple, on a vu chez eux des cancers de la vessie qu'on trouvait aussi chez des travailleurs qui travaillaient dans des usines pour l'aluminium. Donc, j'en reviens quand même là à l'aluminium. Et on a, du coup, là, récemment, on s'est dit il faut créer des zones de protection pour les belugas.
des zones où il serait tranquille, parce qu'il y a aussi un gros problème. Dans cet estuaire, il y a beaucoup de trafic de bateaux, et notamment des petits bateaux de plaisance à moteur, des choses comme ça. Ça fait du raffut, ça fait du bruit. Et c'est comme nous, quand il y a des parasites sur la ligne, on ne s'entend plus causer. Et eux, ça les stresse. Et eux, ça les stresse beaucoup. Voilà. Et donc, alors, vous voyez ici, ils supportent beaucoup de choses, des pollutions diverses et variées, et en particulier les cancers de la vessie, je vous en reparlerai tout à l'heure, provenaient justement des usines d'aluminium. Donc, on a pris tout un tas de mesures, hein, des zones sanctuaires, mais aussi on a demandé aux bateaux, vous voyez, dans certaines zones, de réduire leur vitesse pour éviter aussi les collisions avec les belugas. Voilà, donc là, on n'en est plus quand même à les mitrailler, mais c'est donc une espèce qui est considérée comme en danger de disparition. Et donc, ces belugas ont autant le droit de vivre que nous, hein, ils sont autant la création de Dieu que nous, hein, je veux dire, voilà. Eh bien, en fait, voilà, je vous l'ai dit, ils sont soumis à beaucoup de stress. Le stress, ça fait descendre l'immunité, mais ils sont soumis aussi à beaucoup de produits polluants. Et donc, on a détecté chez eux des quantités de produits polluants dans leur tissu vraiment bien supérieures à ce qu'on pourrait en attendre. Une bonne nouvelle, figurez-vous, c'est que les belugas qui s'échouent maintenant, c'est au moins ça, on ne trouve plus de cancers, plus les cancers qu'on trouvait auparavant. Alors, ces cancers, donc là, ici, vous avez le responsable, hein, du suivi des belugas au Canada. Donc, il avait démontré en fait que ces cancers provenaient en fait des usines qui travaillaient l'aluminium, le minerai d'aluminium. Et donc, en fait, ce vétérinaire avait pu montrer qu'il y avait un lien direct, vous voyez, entre j'arrive jamais à le dire, des hydrocarbures. Voilà, ça me dit. Et ces usines rejetaient beaucoup d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, je vous répéterai, qui sont cancérigènes et qui sont causés en fait, voilà, par la façon dont on fabriquait l'aluminium avant. Donc maintenant, il y a eu d'autres façons de travailler cet aluminium, et en fait maintenant les belugas n'ont plus ces cancers de l'aluminium qui concernaient aussi d'ailleurs des travailleurs, hein, dans ces usines. Et donc effectivement, après, ça nous amène, alors les hydrocarbures, ce n'est pas des métaux lourds, mais puisqu'on parle de métaux, je voudrais aussi ici parler des métaux lourds, c'est-à-dire qui sont très dangereux pour l'organisme, comme par exemple, vous avez ici le mercure. Et le mercure, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la maladie de Minamata au Japon. Cette maladie, elle touchait en fait des pêcheurs qui vivaient dans la baie de Minamata. Et là, on avait une industrie qui rejetait donc du mercure dans la mer. Et ce mercure, à travers les chaînes alimentaires, il arrivait jusqu'aux poissons. Et comme les pêcheurs se nourrissaient principalement de poissons, eh bien, chez eux, on a vu apparaître en fait des paralysies, on a vu douloureuses d'ailleurs, hein. Et on s'est rendu compte en fait que ces paralysies, elles étaient dues au fait que le mercure allait se fixer dans le cerveau et qu'il était la cause de ces paralysies. Donc après, on a changé aussi le mode de rejet, on a traité, etc., les effluents de cette usine, parce que là, on avait compris le lien qu'il y avait entre cette industrie de ce métal un peu particulier, hein, le mercure, et puis donc la maladie qui frappait ces pauvres pêcheurs. Alors, les métaux lourds, alors vous voyez, comme j'ai choisi exprès ce document que j'ai trouvé sur Internet, parce que on nous parle ici justement des métaux lourds. Mais bon, le fer n'est pas spécialement placé dans les métaux lourds.
Et le fer, lui, donc en fait, il intervient effectivement dans le sang, mais pas négativement. Il intervient puisque on a besoin de lui pour transporter l'oxygène. Donc, c'est pour dire, quand on cherche des choses sur Internet, on trouve des choses vraies, des choses fausses, il faut faire attention. Le zinc, on en a besoin un peu aussi, hein, mais à faible dose. Si on a des doses trop importantes, eh bien, à travers une partie du cerveau, l'hypophyse, on va agir sur le système reproducteur. Je viens de vous parler du mercure, le plomb. On sait aussi que le plomb, on dit mets du plomb dans ta cervelle. Il ne faut surtout pas faire ça, hein, puisqu'on sait que dans des habitats anciens, pauvres, où il y avait donc des peintures au plomb, on a eu des enfants qui léchaient ces peintures parce qu'elles étaient sucrées, donc ils trouvaient que c'était bon. Et en fait, ils ont eu aussi des graves problèmes ensuite au niveau nerveux et moteur et cognitif. Et ça venait en fait du plomb. Alors nous, on utilise pas mal d'aluminium, hein, des fois dans la cuisine. Bon, l'aluminium, c'est pareil, c'est pas un métal lourd, mais enfin, je viens de parler déjà de l'aluminium, donc je remets une petite couche. En fait, là, vous voyez, des études ont été menées. Ça fait longtemps, hein, qu'on suspecte quand même l'aluminium. Donc, des études récentes, hein. Chez les malades d'Alzheimer, eh bien, forte teneur en aluminium. Donc, si vous avez des casseroles en alu, des trucs comme ça, peut-être, principe de précaution, laissez un peu tomber, laissez tomber les cuissons dans l'alu aussi, peut-être par précaution. Alors, quand on sait ces choses-là, on est quand même un petit peu, comment dire, heurté, révulsé de voir qu'il y a des gens qui jettent un peu n'importe où leurs déchets. On a déjà vu que le plastique, c'était pas bon du tout, hein, dans l'eau. Bon, on le sait. Et là, ça a été photographié en fait près des usines Peugeot, je crois. Et donc, c'est des gens qui déversent sans vergogne voilà, leurs déchets et où on retrouve effectivement tout un tas de choses, vous voyez, qui devraient même être recyclées, hein, du plastique, du métal, parce que voilà, peut-être ils ne savent pas, ou je ne sais pas, il y a certainement un problème aussi d'éducation. Hein. Et ces métaux lourds, voilà, ils peuvent effectivement transiter par le sol. Hein, donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est parce que c'est dans l'eau ou dans notre cuisine que ça ne nous arrivera pas un jour. Avec voilà, toutes les poubelles qui ont été ramassées, vous voyez, stockées dans un coin sans ménagement, etc. On a ça peut nous arriver comme ça peut nous arriver aussi par l'agriculture, avec les pesticides, ça peut nous arriver par les retombées atmosphériques. Le problème, si vous voulez, c'est que ces métaux, on va les retrouver dans l'eau. On connaît les chaînes alimentaires, une fois de plus, donc il y a des plantes qui les prélèvent, ou alors ça rejoint les nappes phréatiques, mais dans les deux cas, les plantes qui seront mangées par, etc., ça va finir par nous arriver quand même. Et puis, ça va arriver jusque dans nos assiettes, et puis ça peut arriver aussi par l'eau. Hein. Alors, c'est d'autant plus regrettable tout ça que le métal, on peut quand même le recycler. S'il y a bien quelque chose qu'on peut recycler, c'est ça. Hein. Et donc, il faudrait vraiment plus voir de métal jeté ou comme ça n'importe où. Hein. Donc, voilà, je reviens à ce que le pape a dit, hein, tout est lié. Vous montez dans votre voiture, finalement, vous êtes lié aux belugas qui vivent à des milliers de kilomètres de chez vous. Vous êtes liés, bon, un peu moins maintenant puisqu'ils ont changé leur mode de production, mais on va dire on était vraiment liés également aux gens qui travaillaient dans ces usines d'aluminium au Canada et puis qui finissaient par avoir des maladies professionnelles liées au fait qu'ils gagnaient leur vie comme ça. Et notre santé à nous, elle peut être impactée aussi par tout ce qui est fait à travers la planète, hein, parce que
l'eau circule, les animaux circulent, la nourriture circule. Vous mangez du poisson qui est pêché dans la Manche, dans le Pacifique, partout maintenant. Hein. Donc, comme le dit le pape, nous-mêmes, on est liés, notre santé est liée à tout ce qui se passe à travers la planète. Alors, bon, j'aime bien, vous savez, vous mettre toujours une petite blague un peu grinçante. Voilà, c'est-à-dire là, alors bon, c'est pas scientifiquement correct non plus, évidemment, puisqu'on ne descend pas du singe, mais enfin, c'est une façon de dire que tout d'un coup, l'homme est apparu à partir d'espèces plus anciennes, et puis il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Le problème, c'est qu'en a-t-il fait vraiment, hein? Et ici, oui, c'est à se demander si on n'est pas devenu un peu fou parfois. Hein. Là c'est la création d'armes perfectionnées, donc effectivement. Et je terminerai avec ceci, c'est-à-dire encore là une réflexion sur la science de Carlos Ruiz Zafón qui dit « Mais en fin de compte, quel est le sens d'une science qui est capable d'envoyer un homme sur la Lune, mais incapable de mettre un morceau de pain, par exemple, sur la table de chaque être humain ?» C'est vrai que, bon, on fait des choses absolument exceptionnelles, mais il ne faut pas oublier le facteur humain là au travers aussi. J'ai commencé avec les Chinois, je vais aussi finir avec les Chinois, hein, Confucius, qui dit que l'homme sage apprend de ses erreurs. Bon, on en a fait des erreurs. Et l'homme plus sage apprend encore des erreurs aussi des autres. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle, on est arrivé à un point où on parle, vous savez, d'anthropocène, c'est-à-dire de période où finalement, c'est l'homme qui agit partout sur la planète et on se demande un petit peu où ça va nous mener. Et je finirai avec ça en rejoignant un petit peu ce que Séverin a dit aussi, science sans conscience, hein, s'il n'y a que la recherche du profit, par exemple, où allons-nous? Voilà, la question est posée. Il y a des chercheurs qui sont positifs, qui pensent que les nouvelles générations ont évolué dans leur façon de voir les choses, mais il faudrait évoluer quand même assez rapidement. Voilà, c'est fini. Merci Laurence. Il ne faut pas que je vous laisse sans voix quand même. Hein. Merci beaucoup. Laurence, qu'est-ce qui promet Bill Gates avec 10 milliards de dollars? Tu lui as demandé? Ben, je n'ai pas lu son bouquin. Moi non plus. Attends, il y a Bernard qui dit qu'il y a un article dans le Point. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il promet, Bill Gates? Il va commencer par faire de l'énergie avec l'atome, de manière un peu plus sûre, mais voilà. Ah oui, faire de l'énergie avec l'atome d'une façon plus sûre. Voilà, résoudre le réchauffement climatique. Oui. Avec 10 milliards de dollars, ce qui est rien. Ah oui, c'est sûr. Grâce à la technologie, grâce à la science. Ah oui, il faut mettre les chercheurs au travail. Parce que donner des objectifs sans savoir comment on va les atteindre, c'est un peu ridicule. Vous entendez Bernard ou pas? Oui. Oui, voilà. Oui, c'est vraiment le grand défi à l'heure actuelle. Hein. C'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est vraiment le problème, comme tu dis, du réchauffement climatique qui bouleverse tout. Hein, parce que là aussi, on parle des migrants, par exemple, des gens qui quittent leur pays. Mais quand on arrive à un point où on ne peut plus vivre décemment sur sa terre, on va chercher ailleurs, surtout que maintenant, on a des moyens pour montrer qu'effectivement, il y a des pays où on vit plus facilement que dans d'autres. Donc, il y a ça. Enfin, ça pose des problèmes. Quand on dit que tout est lié, c'est l'énergie, c'est l'économie,
c'est la façon de penser l'être humain, c'est énorme. C'est énorme. C'est la façon de penser aussi les autres créatures que nous. Quelle est la valeur, en fait, des autres créatures qui sont sur la Terre? Est-ce que c'est nous qui sommes vraiment tellement au sommet de tout ça, tellement au sommet d'ailleurs qu'il suffit d'un virus pour nous fiche par terre, ou est-ce qu'on peut penser qu'on est des êtres mais qui avons le droit de vivre sur Terre, mais autant que les autres qui y sont, hein, animaux ou plantes? C'est vraiment toute une façon de repenser le monde. Quel boulot! Quel boulot! Tu tombes sur la lune, ça me fout. Bien vu, ça. Faut pas que ça nous écrabouille. Il faut quand même que nous, là où on est, on fasse notre petite, ce qu'on peut faire, ce qui est à notre portée. Mais ça suffit pas. Il faut aussi que les gens qui sont, que les dirigeants des États arrivent à prendre les décisions qu'il faut. Et parfois, c'est à nous aussi de faire pression. Ça, d'accord, Laurence, mais on n'arrêtera pas le progrès technique, puisque j'ai bien aimé ton introduction là sur la Genèse, et puis donc on rompt l'équilibre avec cette soif de connaître, et donc ça ne s'arrêtera jamais. Donc pour moi, le progrès technique, plus il va se développer, plus l'être humain sera en danger dans son humanité, dans ce qu'il est profondément, dans sa foi. Oui. Voilà. Et pour moi, c'est inéluctable, quoi. C'est-à-dire que ça repose le problème des valeurs. Quand on voyait, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu les informations hier, mais quand on voit, par exemple, on est un être. Hein, on a commencé avec la brebis d'Oli, bon, d'accord. On a juste que jamais on clonerait des humains. Je pense qu'un jour, on va finir par y arriver. Et je voyais aux informations hier, par exemple, qu'en Chine, il y a des gens qui sont prêts à mettre 32 000 euros, c'est ça, ou dollars, enfin bon, c'est pas très... pour cloner leur chat ou leur chien. On a envie de dire, mais où est l'intelligence de faire ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'intelligence justement à mettre ces 32 000 euros dans des recherches qui permettraient justement d'avancer pour lutter contre le réchauffement climatique, ou alors pour donner à manger ou pour éduquer les gens qui auraient besoin de ça. Mais 32, vous vous rendez compte la somme que ça représente, quoi. Parce qu'il n'y a pas de, je sais pas, de conscience. Mais non, il n'y a pas de conscience. On a développé l'égocentrisme, l'égoïsme. Chacun raisonne par rapport à soi, par rapport à ses besoins. Alors là, tu cites le petit animal de compagnie par rapport à ses besoins, ses émotions, son besoin d'affection, mais il n'y a aucune conscience collective, aucune. C'est ça le problème. Et voilà, l'accès à la propriété, ben voilà, c'est pareil, ça détruit. Chacun veut préserver son bien, pensant que ça lui donne une sorte de pouvoir et tout, alors que voilà, on arrive sur Terre, mais rien ne nous appartient, on ne possède rien. C'est bien ce que disait Cauchy. Donc, c'est voilà, tout ce côté matériel nous détourne de nos valeurs humaines, qui pourraient nous faire progresser dans notre évolution. Enfin, pour moi, on est en plein déclin au niveau de l'être humain, parce que on a le progrès technique est maintenant
nous a servi un temps, maintenant on en est devenu l'esclave. Comme le petit dessin que tu as montré tout au début, là, l'homme qui subissait, alors ça nous a rendu service et tout, mais maintenant on est esclave de l'intelligence artificielle. Oui, mais et de la comme Bernard a dit tout de suite là, et de la société de consommation. Oui. Il faut toujours consommer, consommer, consommer. Oui, parce que ça fait fonctionner l'économie. Et d'ailleurs, ce n'est pas d'un autre côté que deviendraient les gens aussi, quoi. Il faut aussi que les gens puissent. C'est assez tout ça, parce que c'est bien de dire ah, la pollution, ah, ceci, ah, cela. Mais en réalité, il y a des gens derrière qu'il faut faire travailler, qu'il faut faire vivre, qu'il faut faire. C'est tout. Oui, tout est lié, quoi. Tout est lié. Et avoir une approche intelligente, humaine, c'est complexe. Hein, c'est voilà. Faire moins de gosses, c'est une chose, mais en même temps, ceux qui polluent le plus, c'est quand même pas ceux qui font le plus de gosses. Hein, c'est quand même les pays riches, hein, quelque part. Ouais, mais moi, je me dis, celui qui n'a pas la foi aujourd'hui, enfin, voilà, on est foutu, quoi. On est foutu, on mange trop. Non, mais si tu pas la foi, à quoi te raccrocher concrètement? Parce que, honnêtement, on voit bien qu'on va dans le mur, et puis que ce progrès technique, il ne s'arrêtera jamais, qu'on aura toujours plus de besoins, et ce sera toujours au détriment de l'être humain. On voit plein de comportements maintenant, les gens, ils agissent bêtement, ils réfléchissent même plus. C'est vraiment, ils se font commander par leur smartphone là, pour tout et rien. Enfin voilà, on voit bien que l'être humain perd de son intelligence, de sa capacité à réfléchir par lui-même. Voilà, de sa raison. Nous, on était doués de raison à la base. Maintenant, je pense que ça va décliner. Et notre cerveau, comme on le stimule plus autant qu'avant et tout, on va aussi vers des mutations à ce niveau-là, je pense. Alors, j'ai l'impression de m'entendre quand tu causes. Mais moi, je me dis, j'ai 67 ans, quoi. Mais alors, toi, tu es quand même beaucoup plus jeune. Alors, forcément, quand on vieillit, on devient plus pessimiste. Mais toi qui es jeune, je me dis, moi, les jeunes, il faut qu'ils gardent de l'enthousiasme. Laurence. J'ai 20 ans, 30 ans de décalage par rapport à tous ceux de mon âge. Après, peut-être qu'on va quand même trouver des solutions pour améliorer les choses. Hein. Tu vois, quand on parlait, par exemple, des énergies nouvelles, avec le problème qu'elles posent, c'est que c'est des énergies qui ne sont pas constantes, mais et puis qui peuvent aussi donner leur énergie quand on n'en a pas trop besoin. Mais il y a des gens qui commencent à penser déjà qu'à partir de ces énergies-là, on pourrait fabriquer donc de l'hydrogène. Et l'hydrogène pourrait remplacer nos moteurs polluants. Il y a comme ça des petites sources d'espoir qui s'allument quand même. Il y a quand même des gens qui se battent aussi pour préserver la création. Il y a quand même des gens qui se battent pour que... on le fait tous, enfin voilà, on le fait quand on en a conscience à notre niveau, mais... Le gros problème, c'est vrai que l'homme est paresseux. Enfin, moi, je vois ça comme ça. L'homme est un peu par nature paresseux. Alors, c'est peut-être, est-ce que ça lui vient de sa vie de cueilleur-chasseur? Je ne sais pas. Mais aussi, on est entré dans une période où la société de consommation ne poussait pas du tout à des valeurs, comment dire, de courage. Non, ça, c'est un truc aussi intéressant à faire, c'est d'écouter les publicités. Quand vous écoutez dans les publicités les termes qui sont employés, et ça va toujours dans le sens de vous caresser, dans le sens du poil, faites-vous plaisir avec la nouvelle voiture, machin, chose, bidule et tout.
les gens, ils s'imaginent vraiment qu'une fois qu'ils vont avoir cette voiture, ils vont être heureux, machin et tout. Puis finalement, il y a un moment donné, ils vont dire, oh oui, bon, après, on s'habitue à tout. Et il va falloir retrouver quelque chose de nouveau pour se faire plaisir. Mais là, quelque part, ça, effectivement, c'est parce qu'on n'a pas pris conscience de la vraie valeur des choses. Être heureux, c'est pas forcément en ayant des choses, quoi. Il en faut quelques-unes, mais obligé d'avoir, on n'est pas une nouille si on n'a pas la voiture dernier cri, si on n'a pas le vêtement dernier cri, si on n'a pas le machin. Non, il faut vraiment apprendre à se sortir vraiment de cette emprise de la publicité. Apparemment. Il y a un truc sur les oreilles. On restera mal, Laurence, tant qu'un petit groupe d'actionnaires archi-minoritaires se permettront de transformer les objectifs de Danone et donc de virer Emmanuel Faber sans aucune concertation de l'ensemble des actionnaires. Hein. 3% du capital a suffi pour dire que les objectifs écologiques de Danone, on s'assoyait dessus et ce qu'on voulait, c'était une rentabilité à 2 chiffres. Mais oui, quelque part, on avait un peu l'espoir que après, avec cette crise du Covid, on entendait, hein, après le premier confinement, oh, le monde d'après ne sera plus le monde. Mais on va y repartir, on y repart à toute allure. Surtout que ça sera fini, on partira à toute allure dans le monde d'après. Je ne suis pas forcément toujours... Marc, il est pire que tout. Non, ce sera pire. Il dit, non, ce sera pire. Non, allez, on va essayer d'être quand même un peu optimiste. Mais d'où l'importance dans notre vie de cultiver, et avec nos enfants aussi, cet aspect, pour moi, la spiritualité, c'est-à-dire donner un sens à notre vie, quoi. Oui. Sans parler de religion ou quoi que ce soit, mais voilà, donner un sens à sa vie, parce que sinon, quelle idée de venir passer un temps sur Terre si on n'a pas, si on se raccroche pas à quelque chose qui a du sens. Oui, bah après, c'est ça, c'est les épicuriens, hein, c'est profitons, on est là pour pas longtemps, donc profitons. Mais il faut voir aussi que tout le profit qu'on prend maintenant, on le vole aux générations futures, hein, quelque part. Bon, merci. 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 Est-ce que on peut revenir à nous, à notre communauté, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de contributions autour du thème, et tout en mettant en relief tout ce qui nous titille aujourd'hui, et puis malheureusement porte entorse à la planète. Mais si on prend notre communauté à la lumière du texte de Exode que j'ai cité tout au début, de Veau d'Or. Oui, bon voilà. Veau d'Or, tu as bien fait de nous présenter aussi l'histoire d'Abel et de Caïn. Abel qui a un cœur assez large et qui offre tout à Dieu, a fait de sa vie à Dieu, et Caïn qui est dans l'autosuffisance, dans l'individualisme et au point de pouvoir éliminer son frère. Oui, en ce temps de carême, je pense que c'est un thème qui nous interpelle aussi pour voir les lieux de conversion à revisiter en nous, dans nos familles, dans notre communauté et dans notre paroisse. Puisque, au fait, le but, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu as déjà intuitionné pour dimanche, comme tu le fais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut engager comme action dans la ligne d'une prise de conscience individuelle et d'un engagement communautaire pour améliorer, pour peut-être innover des comportements allant dans le sens d'une conversion
je dirais, communautaire. Mais déjà, faire attention à la publicité. Tu Oui. vois? C'est déjà, c'est parce que la publicité, tu l'as subie comme ça, je sais pas, tu allumes la télé, obligatoirement, tu te prends des doses de baratin, là, et c'est pas Oui. du tout effectivement dans les valeurs dont Géraldine parlait, qui sont ces valeurs spirituelles, ces valeurs humaines, ces valeurs de sobriété heureuse, on va dire aussi. Hein, il faudrait d'amour, il faudrait vraiment pouvoir apprendre à se détacher complètement des violons là, que la pub nous serine à longueur de temps. Il faudrait pouvoir garder un esprit vraiment critique et puis se dire, mais il nous mène par le bout du nez, mais de quelle façon? Quels moyens ils emploient? Tu vois, déjà commencer par ça. Parce que là, tu peux commencer à te détacher, à te dire, ben, ils me manipulent complètement, ils me prennent pour une tarte, ils me prennent pour je ne sais pas quoi. Mais non, tu commences déjà à te détacher de ça. Tu vois, c'est une piste, c'est pas la seule, loin de là. Mais justement, pour aboutir après à se dire, mais toujours vouloir avoir quelque chose de nouveau parce qu'on te promet que cette chose nouvelle va t'apporter le bonheur, commencer à bien se mettre dans le crâne que c'est pas ça le bonheur. Ça apporte pas le bonheur des oui, ça apporte le bonheur de ceux qui te vendent tout ça. Mais, et puis aussi, vraiment faire attention à ce que on l'a déjà dit, mais faire attention à ce que tu achètes. Dans ton action consommateur, tu es lié à plein de choses. Il faut aussi essayer de s'informer au maximum sur ce qui se passe, les nouveaux. Alors en ce moment, il y a beaucoup, par exemple, de choses qui sont commandées sur Amazon, machin, bidule et tout. Ah ben ça, Oui, ça a explosé. mais après, il faut voir un petit peu aussi comment les gens travaillent là-dedans. On est aussi complice, moi je dirais carrément presque d'une forme d'esclavage. Ah ben on cautionne si on achète sur Amazon, on cautionne tout ça, clairement. Et voilà. Donc il faut s'informer, non, c'est pas bien ce que je dis là, mais il serait intéressant, on va dire, à la base, de s'informer, de se désintoxiquer des pubs, et puis après, d'agir en tant que consommateur, mais de façon critique. Voilà. C'est développer son esprit critique qu'on apprend de moins en moins à faire. Ça. Et puis avoir de la compassion pour nos frères humains, nos frères, et puis les autres créatures. On n'est pas supérieur. Est-ce que ces actions que nous sommes en train d'identifier ici peuvent faire l'objet d'une page, par exemple, à partager et puis d'un appel à engagement, et de quelle manière pour notre communauté dans la ligne de Église ouverte, hein? Juste pour dire que, bon, ce carême, voilà les efforts qui ont été engagés et puis le renouveau auquel nous souhaitons pour nous. Est-ce possible de pouvoir sortir de quelque chose pour notre paroisse? Et de quelle manière? Ça peut être effectivement une invitation, une exhortation, mais garder un esprit critique, mais avoir un esprit critique, ça suppose avoir une formation, une instruction, des informations qui t'arrivent et qui sont justes. Oui, l'esprit critique, oui, tu l'as dit, hein, la formation, l'éducation, c'est la clé du développement. Hein, tout se trouve là. Bon. Un développement éclairé, hein, pas n'importe quel développement, parce que le développement n'importe comment, on voit bien où ça mène.
Non, mais lorsque tu parles d'esprit critique et que j'ajoute le développement, eh bien, c'est un développement humain, durable et critique, un développement évangélique. C'est dans ce sens. Donc, le terme, moi, je le sors de tout champ d'ambiguïté. Mais oui, tu veux dire Quelque part, pour l'élévation. oui, pour quelque part, pour nous, je pense que les Juifs de la Saint-Michel nécessitent d'être, peut-être que la sensibilisation n'est pas faite comme il se doit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de manière, parce que la formation, elle est fondamentale. Hein, et, tant que les gens ne sont pas éclairés, eh bien voilà, il y aura toujours difficulté de changement de comportement. Mais à partir du moment où il y a un minimum de connaissances, un minimum de lumière, eh bien, on peut s'assurer que le mouvement est escompté et bon, pourra parvenir on peut atteindre un objectif. Alors, que faut-il faire? Je dis de la Saint-Michel, je pense que depuis là, c'est aujourd'hui qu'on commence à 20h30. Bon, voilà. Si les gens veulent regarder l'émission de Arte sur la fabrique de l'ignorance, ça explique vraiment comment l'argent fagote le monde et puis comment la publicité fagote le monde aussi. On manipule. Oui, Michel, je suis d'accord, mais je pense que depuis l'année dernière, nous nous sommes inscrits dans cette démarche Église ouverte avec cette plage ouverte pour la formation et l'information, je dis, de la Saint-Michel. Et moi, mon inquiétude au niveau communautaire, il y avait quelque chose qui était envisagé et aujourd'hui, la question que moi je me pose, est-ce que ça sert et... Oui, ça. Mais il faut voir une chose aussi, c'est que c'est quelque chose qui est quand même très sérieux, pas toujours rigolo, qui doit te remettre en cause après dans ta façon de fonctionner. Donc, tout le monde n'a peut-être pas envie de changer dans sa façon de fonctionner. Hein. Et il y a une démarche quand même personnelle pour toucher les gens. Si les gens n'ont pas envie, on ne peut pas forcer les gens. À un moment donné, je pense que voilà, c'est comme quand une personne a besoin d'aide et qu'elle refuse l'aide, on peut pas faire du forcing. À part proposer, moi, je ne vois pas comment on peut interpeller plus les gens. En période de crise, il y a une constante qui se dégage quand même. En période de crise, on note un conflit de valeurs. Toute période de crise s'accompagne ou bien engendre une crise, un conflit de valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un discernement à faire, il n'y a pas une action à faire, il n'y a pas quelque chose à faire, surtout en cette période-ci? Ce serait de dire aux gens, fermez vos postes de télé et de radio, où on n'arrête pas d'entendre des gens qui disent « Comment vous voulez me confiner? Mais ma liberté, ma liberté, ma liberté. » On n'entend que ma liberté, mais jamais ma responsabilité. Laurence, je veux dire, en dehors de ce créneau horaire que nous ouvrons pour la réflexion, pour le partage, pour la formation. Bon, il est vrai, il y a Éco Saint-Michel qui est déjà un outil aussi de sensibilisation. Peut-être qu'il faudrait voir s'il y a une évaluation à faire pour voir là où nous en sommes dans la réception du label Église ouverte. Et donc voilà, peut-être ouvrir un questionnaire. Il y a le replay que les gens prennent le temps d'écouter.
j'espère. Est-ce que si on ouvre le champ à un questionnaire, est-ce qu'on ne pourra pas recueillir des avis sur le parcours que nous avons effectué jusqu'à présent et ce que nous envisageons comme objectif? Je pense que s'il y a une action qui se met un jour en place, ça va peut-être être plus... Peut-être il y aura une dynamique qui se mettra en place. Je suis d'accord. Il faut passer par du concret, parce qu'on ne peut pas démultiplier la façon de communiquer sur ce sujet. Je crois que c'était à la première, au premier Zoom qu'on a fait comme ça. On avait parlé d'essayer de faire du jardin bio, par exemple, derrière la cure, tu vois. Donc, ça c'est peut-être une chose qui pourrait être faite concrètement, qui serait avec peut-être des résultats, tu vois, visibles et où on verrait que des gens se mettent en route. Le problème, je le crains, c'est que dans notre communauté, on soit maintenant beaucoup avec des gens un peu trop âgés pour ça. Alors, est-ce que ça pourrait faire venir des gens qui seraient plus jeunes et plus intéressés? J'en sais rien, parce que d'un autre côté, les gens qui sont plus jeunes, souvent, ils sont pris par leur famille, leurs enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut être tenté ou pas, cette histoire-là. Je ne sais pas. Bon, nous avons envisagé une semaine écologique sur la paroisse, quelque chose comme ça. Est-ce que ce contexte, ce temps ne peut pas être l'occasion d'interpeller nos frères et sœurs de la communauté et puis les rassembler autour de ce projet dont tu parles, par exemple? Mais nous sommes parmi les plus jeunes. Donc, je pense qu'une fois que le projet est élaboré et que la sensibilisation est suffisamment faite, on pourra trouver aussi des jeunes. Comme tu l'as dit, il y a les charges professionnelles, les charges familiales et autres. Mais si on prend par exemple un thème comme opération des paroisses écolo ou bien, je ne sais pas, et on trouvera un concept qui crée la dynamique. Et là, on est dans le concret. Peut-être que périodiquement, on pourra avoir des disponibilités pour conduire ce projet. Si nous voulons quelque chose de concret pour visualiser notre bonne volonté au niveau de la paroisse. Je n'exclus pas ce qui se fera individuellement dans les familles. Parce que nous tous qui suivons 7 ans de formation, eh bien, il y a quelque chose que nous sentons en nous et on est interpellé. On est interpellé. Hein. Et quel est ce veau d'or que j'entretiens aujourd'hui et qui m'empêche de pouvoir vivre cette relation filiale avec mon Dieu, pour pouvoir entrer dans l'alliance telle que le Dieu de Jésus me le propose. Je pense que tout fidèle se pose cette question. Lorsqu'on rencontre la parole de Dieu comme le texte d'aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et je pense que nous qui avons la foi aujourd'hui, notre mission dans la société, à notre époque, moi, je la compare à celle de Moïse. Hein. Moïse, il a réussi. Moi, j'admire cette capacité qu'il a de pouvoir interpeller Dieu et le sortir de sa colère.
et faire bénéficier sa miséricorde à ses contemporains. Là, je pense que c'est notre mission à nous aujourd'hui. Et donc, quelque part, la parole nous éclaire, la parole nous donne des clés. Et bon, comment pouvons-nous mettre tout ça en valeur pour la communauté? La question reste. Bien. Il faut que nous réfléchissions sérieusement, les uns et les autres. Il faut que nous réfléchissions. C'est peut-être pas une excuse valable, mais je trouve qu'en ce moment, c'est très difficile de faire quelque chose de concret avec d'autres. Parce que déjà, on est limité avec cette histoire. On se dit, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Je vais rencontrer telle personne. Il faut toujours se méfier. Voilà, donc c'est très difficile de faire quelque chose de concret, je trouve. On n'ose pas inviter, on n'ose pas aller chez quelqu'un, etc., etc. Bon, c'est peut-être une excuse, hein, mais ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas. C'est un frein. Ça n'aide pas. Bon, rien que pour des petits trucs, ça n'aide pas. On se dit, ah Agnès, oui. Agnès, avec le vaccin qui est à l'horizon. Oui, bah, peut-être, mais pas. Le vaccin qui est à l'horizon, espérons que, bon, d'ici l'été et l'automne, actuellement, je pense que les gouvernants sont quand même à l'œuvre pour faire en sorte que la vaccination s'accélère. Et si nos prières, le Seigneur nous aide avec nos prières à appuyer ce projet des gouvernants, peut-être que bon, d'ici l'année prochaine, nous aurons totalement, tout le monde sera vacciné et puis l'immunité rêvée pour la population elle sera acquise. Donc bon. Dans cette Après, tu vois, il y a des choses que tu peux faire concrètement quand même. Je reste sur cette histoire de jardin partagé un petit peu là derrière. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, on ne va pas aller manier le râteau tous ensemble les uns avec les autres. Mais peut-être que, par exemple, il y a des gens qui emmènent leurs tontes de gazon ou leurs déchets comme ça à la déchetterie. Mais en fait, on pourrait commencer à préparer peut-être justement un terrain qui soit plus dans l'idée de cultiver biologiquement. Si au lieu d'aller à la déchetterie, on commence à préparer le terrain, chacun amène ses tonnes de gazon sur ce terrain pour commencer à faire des bandes où on pourrait cultiver plus tard, tu vois, en compostant sur place. Bah, tu sais, c'est pas difficile de vider un sac de gazon par terre. Hein. Il n'y a pas de savoir-faire au début. Il faut juste nourrir le sol. Ça demande 1 an, 2 ans avant que tu te mettes vraiment à cultiver. Donc, en ce moment, c'est plutôt c'est pas une activité qui demande d'être 50 à la fois, tu vois. C'est plutôt que d'aller à la déchetterie, tu vas vider sur. Alors, il y aurait qu'à matérialiser l'endroit d'ailleurs. Où on déciderait de faire une plate-bande dans le futur avec un compostage fait sur place, quoi, tu vois. Ça pourrait être fait directement. Hein. Donc, chacun peut amener. On peut retenir ce projet-là. Il y a quelqu'un qui s'en charge, c'est pas nous. Comment? Agnès. Comment? On peut retenir ce projet, je vois que Agnès sourit. Il faut pouvoir s'en charger et puis connaître et puis s'engager, quoi. C'est pas difficile, hein, il suffit il suffit. Non, mais attends, il suffit de pas toi, mais par exemple, ton gazon, t'en fais quoi? Michel, il l'emmène à la déchetterie, oui. Bon, bah maintenant, au lieu de l'emmener à la déchetterie, il l'emmènera il l'emmènera sur le terrain derrière chez Séverin. Il suffit de matérialiser avec des cordes l'endroit où on va commencer à déverser ce futur compost. Hein, après, ça se fait naturellement, il n'y a rien à faire. Hein. Tu laisses les vers de terre travailler là-dedans. Bon, on peut... Laurence, si on imagine le jardin partagé là derrière la cure, et tout le temps, il tombe régulièrement, donc on a la tonte du champ. Hein. Oui, mais bon, c'est pas beaucoup. Non, mais madame... Ouais, mais t'imagines, il faut que la commune soit d'accord si on fait des tas partout.
Ah ben non, il ne faut pas faire des tas partout. Le maire, Non, mais voilà, il faut gérer, quoi. Ah, il faut gérer, oui. C'est pas, ça serait matériellement pas très difficile à faire. attention, en arrivant l'année dernière, j'ai posé la question de C'est pour ça disposer du terrain pour le jardin. Et puis, il y a une place qui m'a été indiquée. Donc, depuis l'année dernière, le maire a donné le feu vert. Bon, si le projet tient, eh bien, nous signalerons ça à la ville. Et puis, notre parcelle sera bien délimitée. Voilà, c'est ça. Elle m'a dit derrière le long du mur, et ils ont indiqué, bon, voilà. Il faut voir avec la mairie. Hein, J'avais posé la question pour les Océaniens qui, à l'époque, avaient cette tentation de venir faire ici. Bon, finalement, ils ont trouvé une parcelle de terrain à Doran, donc ils mettent en valeur et ils sont restés là. Sinon, ils m'avaient demandé, j'ai posé la question au maire, elle m'a dit non, que le feu vert… Elle serait partante. Oui. C'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce que tu en avais parlé l'autre fois. Oui. Donc, au début, ça consisterait simplement à préparer la parcelle. Voilà, il n'y a rien de compliqué à amener de l'herbe et puis à la mettre par terre. Hein. C'est pas difficile. Hein. Il y a 2 ans, la ville de Bougeaucourt avait mis à disposition des bacs avec de la terre pour que les gens qui veuillent puissent planter ce qu'ils veulent et puis que les gens qui ont besoin aillent chercher leur persil, leur salade, etc. Ça a été un fiasco complet. Alors, pour quelle raison? Parce que, les gens que l'homme sage… Les gens ne le font pas. Voilà, c'était resté à l'abandon, je me souviens. C'était une catastrophe. Enfin, catastrophe. Alors, à l'abandon, c'est-à-dire que personne n'est venu planter quoi que ce soit dedans? Puis même si ça a été planté, parce qu'ils ont même fait l'effort de faire des plantations, mais personne ne récoltait. Alors, est-ce que les gens étaient bien au courant que… Ah oui, il y a eu de la communication, puis ça se voyait. Hein. Moi, j'en avais un à même pas 100 mètres de chez nous, là, tout le monde passait devant tous les jours, quoi. Est-ce qu'il y avait, une affiche? Je me suis souvent dit. Est-ce qu'il y avait une affiche, par exemple, qui disait servez-vous, tu vois, un truc sur place? Parce que, bien sûr, la communication, on croit qu'on l'a fait comme ça, mais le mieux, c'est encore quand c'est sur place. Servez-vous. En fait, ça marche mieux en ville. Là où les gens n'ont pas de jardin. Voilà, ouais. Où les gens n'ont pas de jardin et puis où les gens sont encore plus en difficulté. Oui, mais je pense que pour une paroisse comme la nôtre, si le projet est bien ficelé, ça ne restera pas à l'abandon. Hein. Tu vois, dans le Haut-Doubs, il y a des jardins qui se font comme ça. Et en fait, je crois qu'ils font une vente de leurs produits même. Et c'était pour aider Ondougou. Ils étaient jumelés à Mèche avec Ondougou, et donc au Mali. Et donc, le produit de la vente des légumes était destiné après à épauler les gens de Ondougou. Tu vois, tu peux donner des buts aussi comme ça. Et puis à Lyon, il y a un jardin partagé qui sert à financer les activités du quartier. Donc, ils ont réussi à avoir… En ville, comme disait Marc. Ouais, en ville. Une salle. Et bon, voilà. Donc, je pense que c'est à nous de définir nos besoins et voir de quelle manière orienter cette action. Tu parlais de jeunes qui étaient sensibilisés à l'écologie. Oui. Donc, ils partageront leur idée avec nous dimanche prochain. Je leur laisse la place et puis après, nous pourrons ensemble nous approprier l'idée et voir comment les accompagner. Et ça va dans le même sens, sauf que c'est un peu différent. Et moi, je pense que ça fait tout un ensemble avec ce que tu proposes pour le compost. Donc, si on peut se mobiliser, ou du moins ceux qui sont convaincus,
pour... Il faut qu'on monte un projet, mais avec, oui, il faudra aller voir sur place aussi comment ça se présente, la parcelle qui pourrait être utilisée. Oui. Voilà. Passer, voir comment c'est. Il faut se mettre en relation avec la mairie aussi, bien délimiter la partie. Voilà. Ah bah oui, tout à fait, justement. Mais si on part sur ce... Puis si... Après, une fois que tu fais de la permaculture, bon, après, on n'est pas obligé non plus de se donner comme but de réussir des cultures formidables du premier coup, hein. Mais je veux dire, ça peut... C'est pas forcément un travail de fou non plus. C'est pas forcément un travail de fou. Bah non, parce qu'en permaculture, on laisse la nature En principe, se gérer. En principe, bon, on nourrit bien les limaces aussi, hein. Mais ça peut être une aventure à tenter. Et puis, des résultats plus ou moins bons, mais ça peut être rigolo, quoi. Ça peut être rigolo. Puis voilà. Il faut aller à la déchetterie, tu vas à la cure, quoi, voilà. Michel, il n'est pas du tout convaincu. Ça se transforme en déchetterie verte non plus, hein, parce que non. Merci, hein. Il est 22h passé. Oh là là, on n'a pas fini de manger. Ah ouais. Vous n'avez pas fini de manger? C'est vraiment intéressant, hein, donc merci beaucoup Laurence. De rien, c'est un plaisir. Merci Martine, merci Malou, qui n'ont pas pu prendre la parole, mais bon, je ne sais pas si vous voulez intervenir, hein. Sinon, merci Michel, Agnès, merci Géraldine, merci à notre Marc. Ah oui, Marc, il est satellisé, là. Il est où, Marc? Dans quel... Je tourne autour de la Terre, là. Je suis toujours un peu dans la Lune, moi. Alors Marc, c'est sur une autre planète, hein. C'est mon rêve. Aujourd'hui, il n'est plus aux Antilles, sous les tropiques. Non, il est satellisé, là. Faut la satelliser. Merci à Bernard et Laurence. Merci beaucoup, Laurence. Bah, écoutez, bonne soirée à vous, dormez bien. Est-ce que la semaine prochaine, il y a quelque chose? Oui. Les terres. Ça serait à quelle heure alors? Ça serait aussi à 20h30. À 20h30, d'accord. Si ça convient, si ça vous convient, alors après tout, vous pouvez manger en même temps, hein, ça ne nous gênera pas. La caméra. Allez, bonne soirée. À la soirée. Nous demandons au Seigneur de nous bénir. Oui, surtout de nous inspirer des bonnes idées. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.